Bonsoir et merci d'abord de l'invitation, mais je commence directement. J'ai choisi de vous parler ce soir de l'amour et de la haine. C'est-à-dire pas seulement de l'amour, mais aussi de la haine. Et j'ai donc choisi ce sujet pour deux raisons très simples. D'abord parce que l'amour est l'expérience peut-être la plus importante de la vie humaine. Je pense que vous le savez, chacun le sait, par exemple à travers des rencontres qui marquent nos vies, à l'adolescence, mais pas seulement. Quand on rencontre l'amour de sa vie ou les amours qui jalonnent nos vies, on sait que l'amour est une expérience importante, mais on ne mesure pas à quel point. Et pour comprendre l'importance de l'amour, je soutiens, pour des raisons très générales, qu'il faut passer par l'opposition de l'amour à la haine. On ne comprend vraiment l'importance de l'amour dans nos vies, pourquoi il peut définir la vie elle-même, la vie humaine, la capacité à vivre, la capacité de vivre d'un être humain, et pourquoi il s'étend à toutes les dimensions de la vie humaine, à la politique bien sûr, mais aussi à la culture, au savoir, en effet à la philosophie et à toute notre expérience. Et donc, voilà, pour cette raison, je pense que pour penser l'amour, d'une manière générale, pour penser ce qu'il y a de positif dans la vie, il faut peut-être toujours commencer par le négatif, qui le menace, qui le hante, mais pour s'y opposer et pour comprendre en quoi le positif est encore plus important qu'on ne croit. Donc je voudrais d'abord, dans un premier temps, je voudrais revenir sur ce que nous apprend la haine. Et d'abord, ce qu'est la haine. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'amour et sur ce qu'est l'amour? Parce que nous oublions peut-être une dimension, des dimensions fondamentales de l'amour qui sont liées à notre nature d'être vivant. Et ensuite, je reviendrai sur deux autres points, comment lutter contre la haine et comment développer tous les amours, y compris l'amour au sens peut-être qui nous est légué par le romantisme, l'amour lié à la sexualité, l'amour que nous découvrons le plus souvent à l'adolescence, et qui reste quand même quelque chose d'essentiel dans nos vies. Et donc, mais quand même, pour comprendre ce qu'est l'amour, et je pense que nous avons tous envie de comprendre ce qu'est l'amour, et c'est un mystère pour chacun, pour des raisons un peu bizarres d'ailleurs, mais c'est ça pour ça qu'on fait de la philosophie, il faut passer par l'expérience et la définition de la haine, de ce qui définit l'expérience par laquelle on dit que quelqu'un nous hait, ou que nous haïssons quelqu'un aussi. Or, qu'est-ce que c'est que la haine? La haine, c'est la volonté explicite de quelqu'un de nuire à quelqu'un d'autre, de lui faire du mal. C'est quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un d'autre. Mais peut-être aussi qu'il y a une autre dimension de la haine qui est peut-être encore plus grave et peut-être encore plus étendue. C'est pas seulement la volonté de faire du mal à quelqu'un, mais la volonté de ne pas reconnaître quelqu'un du tout dans son existence. Vous pouvez haïr quelqu'un de deux façons, en disant « c'est quelqu'un qui me fait du mal, je lui veux du mal, je peux vouloir même sa mort ». C'est pour ça que la haine peut être mortelle. Mais vous pouvez aussi, au fond, haïr quelqu'un, c'est aussi ne pas le reconnaître comme personne. La haine, c'est aussi le désintérêt, l'absence totale de reconnaissance de quelqu'un comme digne d'être apprécié, comme digne d'être aimé. Et donc la haine nous apprend quelque chose sur l'amour, c'est que l'amour, ce n'est pas d'abord un phénomène de désir local dans la vie, un phénomène par exemple lié à la sexualité. Je dirais quand même un mot de la sexualité. Mais l'amour, c'est d'abord la capacité de vouloir du bien à quelqu'un, le fait de vouloir délibérément faire du bien à quelqu'un d'autre pour lui-même, dans son bien à lui. Et l'amour, c'est aussi d'abord donc la reconnaissance que cette personne existe comme telle, qu'elle a de l'importance comme telle. C'est donc le contraire de la haine comme indifférence. L'amour, c'est la reconnaissance. Et cette dimension de l'amour, on l'oublie souvent. On l'oublie pourquoi? On l'oublie parce qu'elle a réussi. Elle est arrivée d'abord au début de nos vies. Et donc la première forme de l'amour, celle qui rend tous les autres amours possibles, si vous pouvez tomber amoureuse ou amoureux à un certain âge de nos vies, et peut-être toutes nos vies, la capacité à aimer, elle vient d'abord du fait que nous avons été aimés comme nourrissons, quand nous avons émergé, quand nous sommes nés.
Et donc la première forme de l'amour, c'est l'amour qu'on appelle primaire dans la psychologie, dans la biologie, dans la psychanalyse aussi. D'ailleurs, ces disciplines qu'on oppose sont toutes d'accord là-dessus. Il faut un amour fondamental. Il faut, pour exister comme personne, il faut que quelqu'un vous ait reconnu comme personne, vous ait non seulement sauvé la vie en vous donnant un biberon, en vous empêchant de mourir de froid, mais il faut que quelqu'un vous ait souri, vous ait chanté, vous ait aimé, vous ait reconnu comme personne par des gestes qui vous font du bien, qui ont été intentionnellement adressés, comme on dit qu'un sourire est adressé, une personne, normalement une mère suffisamment bonne, comme dit le psychiatre et pédopsychiatre Winnicott, une mère suffisamment bonne, un parent suffisamment bon, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de nourrir un tube digestif, mais qui le fait avec un sourire adressé à un visage qui du coup sourit et qui existe comme personne. C'est pourquoi l'amour, dans les années 50, on a découvert que cet amour-là est vital. C'est pas un luxe, il est vital. Et ce que veut dire vital ici, c'est que sans cet amour, les êtres humains, les nourrissons humains meurent. Et c'est pourquoi on peut dire que la haine est mortelle. La haine est mortelle, nous le savons bien quand quelqu'un veut nous tuer, par exemple, ou quand on veut tuer quelqu'un d'autre. Mais en réalité, la haine est mortelle au sens très simple où l'absence totale d'amour même, le fait d'être négligé comme personne, les expériences montrent qu'ils entraînent la mort de la personne qui est ainsi négligée. On prouve que quelque chose est vital quand son absence entraîne la mort. La nourriture est vitale parce que si vous n'en avez pas, vous mourrez. Si vous n'avez pas du tout d'amour, vous mourrez. Ainsi, on s'aperçoit que la haine nous apprend ce qu'est l'amour parce que l'absence totale de reconnaissance, l'absence totale de gestes de quelqu'un qui veut du bien à quelqu'un d'autre peut entraîner la mort de cette personne, au moins sa détresse psychique et vitale, à un point tel que peut-être il ou elle survivra, mais peut-être dans une vie que certains disent pire que la mort. Et donc, il y a un risque caché dans la vie humaine qui est le risque de n'être pas aimé. Et c'est pourquoi il faut lutter contre la haine. Et donc, j'en viens à mon deuxième point. On comprend que l'amour est vital, mais il faut lutter contre la haine. Comment est-ce qu'on lutte contre la haine? Comment est-ce qu'on construit l'amour entre les êtres humains? Il y a évidemment une réponse très simple, qui est de dire on lutte contre la haine par l'amour. Et c'est vrai. C'est vrai que dans l'expérience de l'humanité n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un minimum d'amour qui a préservé l'espèce, tout simplement. C'est que dans les autres espèces, il y a d'autres formes de soins où les nourrissons sont pris en charge par les parents, les oiseaux prennent en charge d'autres façons que les humains, etc. Mais les humains ont cette capacité, ou ce risque aussi, qu'il leur faut un amour individualisé. Adressé. Il faut des chansons, des sourires, des gestes. C'est très précis, c'est très étudié par la psychologie expérimentale. Mais les humains ont aussi ce risque. Comme l'amour est nécessaire, il est aussi fragile. Et en particulier, il y a beaucoup de risques de fragilité de l'amour, de risques que l'amour soit contredit par la haine. Il y a des risques intimes. Il y a des transmissions de la haine quand soi-même on n'a pas été aimé. Il ne faut pas être déterministe. On dit parfois enfant battu, parent battant. Ce n'est pas un déterminisme. Heureusement, il y a de la résilience, il y a de la résistance à la haine. Il y a des manières sociales de protéger même les êtres qui ont été mal aimés ou haïs. Mais il y a un risque intérieur à l'être humain dans les relations les plus intimes, qui est le risque de la haine intime. C'est pourquoi, de mon point de vue, en tant que philosophe, disons, ou travaillant sur la philosophie, il y a de la violence entre les humains, mais la pire de toutes, c'est la violence intime, par exemple l'infanticide, le fratricide, la violence dans des relations qui pourraient être des relations d'amour et qui peuvent être aussi travaillées par le risque. Donc l'amour humain n'est jamais garanti sur facture. Bien sûr, il faut construire des cadres où l'amour est possible pour que la société ne dégénère pas dans la haine et pour que nous soyons dans des sociétés où les êtres humains sont suffisamment heureux pour aimer les autres aussi. Parce que pour aimer les autres, il faut avoir été aimé soi-même. Mais il y a des risques de haine. Alors comment est-ce qu'on lutte contre la haine? D'abord, il faut construire des cadres où les êtres humains individuels sont pris en charge, ont la capacité à aimer les autres, ne sont pas eux-mêmes détruits par la peur, par la guerre, par des dimensions sociales qui les empêchent d'aimer leurs proches.
Et c'est une responsabilité sociale. Mais en plus, bien sûr, vous le savez, la haine n'est jamais seulement un risque individuel. La négation de la personnalité d'autres êtres humains est aussi un risque social et politique. Aujourd'hui, nous assistons à ces retours de la haine. De la haine qui peut prendre la forme de dire ceci ou celle-ci ne sont pas des êtres humains, ce n'est pas la peine de les respecter, ce n'est pas la peine de les prendre en compte. Et nous assistons parfois aussi à ce risque simplement de la non-reconnaissance de la valeur de chaque personne pour elle-même. Il y a donc une dimension sociale et politique de la haine. C'est pourquoi, d'une certaine façon, partir de la haine pour comprendre la nécessité de l'amour, qui est vitale, c'est comprendre pourquoi les humains ont besoin non seulement de médecine, ça a été dit, et de soins parentaux, mais ils ont besoin d'institutions politiques qui préservent les humains individuels et les groupes d'humains du mépris qui engendre la mort elle-même, de l'absence de reconnaissance, qui est une forme de haine, et de la haine délibérée, c'est-à-dire la volonté de nuire et peut-être la volonté de tuer. Et d'une certaine façon, donc, prendre au sérieux le risque de la haine entre les êtres humains, toutes les grandes cultures l'ont fait. Dans toutes les religions, vous trouverez des interdits. Les interdits sont une invention des humains, comme la médecine, pour empêcher des risques, pas les risques de maladie, mais les risques de haine, les risques de guerre, les risques de meurtre, et même les risques finalement d'indifférence. Et il y a plus une société progresse, plus elle interdit ce qui engendre la haine et cette forme de mort qui est la source aussi de la haine. Dès lors, on s'aperçoit que penser l'amour et la haine, c'est aussi penser, bien entendu, une société juste. C'est penser aussi une société où il y a un certain type de savoir qui se développe et qui nous permet de comprendre la personne d'autrui, pourquoi elle est importante et pourquoi elle se développe. Mais c'est comprendre aussi les risques. Il n'y a pas, sauf peut-être pour certaines religions et dans certaines mystiques, et j'en dirai un mot en conclusion, il n'y a pas de société qui ne prenne pas en compte le risque de la haine, même intérieure. C'est facile d'aimer les autres quand on les met à l'extérieur, mais il y a aussi dans toute famille, dans toute intimité, il y a un risque, il faut assumer, et tout amour se construit aussi contre ce risque de la haine. Il faut comprendre aussi que la haine est engendrée par la haine. Si quelqu'un vous a haï, vous allez être en colère contre lui, et il y a parfois des haines légitimes. Si quelqu'un a voulu vous tuer, vous voudrez vous venger. Et donc, un travail moral, on passe de la politique à la morale, consiste aussi à transformer la colère, qui peut être la source de la haine, en source de justice pour tout le monde. On a le droit de s'indigner, on a le droit de se révolter, mais en gardant en tête qu'il faut le faire, je dirais même pas au nom de l'amour, je ne suis pas en train de vous faire un sermon religieux, pas au nom de l'amour, mais pour empêcher la haine de manière générale. On doit lutter contre la haine que l'on ressent, peut-être parfois avec sa haine, avec sa colère, pour l'empêcher chez les autres et qu'elle détruise les êtres humains et la société, la politique, la médecine, voilà, tout ce qui est rendu, tout ce qui lutte contre la mort, lutte aussi contre la haine. Et c'est pourquoi donc la question de l'amour et de la haine est si vaste. Elle rejoint finalement toute la morale, toute la politique. Mais évidemment, une fois qu'on a lutté contre le négatif, qu'on a affronté ce risque de haine, et il est toujours présent chez les êtres humains, il y a une ambivalence chez chacun d'entre nous, la haine peut toujours revenir, eh bien, évidemment, il ne faut pas s'en tenir là. Je pense que l'amour, une fois qu'il est préservé, une fois que quelqu'un a été aimé suffisamment bien, il va s'ouvrir, la preuve de cet amour, c'est qu'il va s'ouvrir à tous les autres amours. Ainsi, la preuve de l'amour, c'est la capacité à aimer, la capacité à être aimé. Il y a la capacité de l'amour qu'on appelle sexuel, du désir. Le désir sexuel est une force très grande, avec une très grande ambivalence, qui peut lui aussi comprendre de la violence. L'amour, c'est ce qu'on appelle la sublimation du désir. Vous aimez quelqu'une ou quelqu'un, et ça vous permet d'unir toutes les forces de la vie, depuis la sexualité jusqu'à la reconnaissance morale. Voilà. La capacité à aimer, c'est aussi la capacité à avoir plusieurs amours. Alors, je ne dis pas le polyamour, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de la capacité à avoir des amis, la capacité à reconnaître les autres, la capacité à en profiter et à se faire aimer soi-même. Et enfin,
la preuve de l'amour réussi, c'est l'ouverture à tout, au monde entier, l'ouverture à la culture, l'ouverture au savoir, l'ouverture à la science elle-même. Du fait que l'amour, y compris dans l'amour de la sagesse, l'amour de la philosophie, il y a un désir qui nous porte vers tout ce qui est bon pour l'humanité et tout ce qui lutte contre le mal, l'amour de la médecine, l'amour de la justice, l'amour de l'art aussi, l'amour de ce qui nous fait du bien et de ce qui va faire du bien aux autres et de ce qui a une valeur en soi. La preuve de l'amour, c'est donc de s'ouvrir à tous les amours, c'est de lutter contre toutes les haines et de s'ouvrir à tous les amours. L'amour est donc non pas seulement un sujet local, un sujet d'amour parental ou un sujet d'amour sexuel. Encore une fois, le, il faut unir le désir et l'amour. Le désir, c'est une force générale qui n'a pas d'objet a priori. L'amour, c'est aimer quelqu'un ou quelqu'une. Et c'est ce qui permet de sublimer la force du désir avec ses ambivalences et ses risques parfois mortels qui peuvent se transformer en détestation ou en haine. Et donc, d'une certaine façon, il faut comprendre que la preuve de l'amour, c'est l'élargissement des objets d'amour qui fait que nous devons, dans nos sociétés, construire des cadres où on peut à la fois avoir des interdits et des objets de développement et d'amour. Une école comme celle où je travaille, et je ne suis pas en train d'en faire la publicité, c'est juste que la culture est fondée d'abord sur des règles. Il faut empêcher la guerre pour avoir des universités, pour avoir des cadres où on se rencontre. Mais ensuite, il faut se rencontrer, il faut avoir de la création. On ne lutte contre la destruction qu'en permettant la création. On ne lutte contre la haine qu'en redéveloppant la capacité à aimer. Et cette capacité à aimer, il faut donc en faire une force générale des êtres humains. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que l'amour et la haine, dans leur opposition, sont le phénomène principal de la vie humaine. Je défends une philosophie que j'appelle le vitalisme critique, qui dit « je ne sais pas ce que c'est que la vie, je ne sais pas ce que c'est que la mort, mais je sais ce que c'est que l'opposition de la vie à la mort ». Chez des êtres vivants complexes comme les êtres humains, cette opposition de la vie et de la mort passe dans les relations vitales. Et c'est même premier, c'est-à-dire que pour nous, au fond, il est peut-être plus important de lutter contre la haine que contre la maladie. Pourquoi ? Parce que s'il y a quelqu'un de malade, il faut vouloir le soigner. Il ne faut pas seulement pouvoir le faire, il faut le vouloir. Et donc, il faut une capacité à reconnaître autrui qui vient du fait que nous avons été nous-mêmes reconnus et que la société a institué des cadres qui, à défaut de l'amour, mettent des interdits et des obligations. L'obligation du respect permet de pallier le risque de la haine. L'invitation à savoir, l'invitation à nous rencontrer, à nous parler, n'est pas des bons sentiments, mais une manière de lutter contre le négatif. Bien sûr, certaines mystiques vous diront qu'on passe tout de suite à l'universel. Il faut un amour pur, sans contraire, aimer toute l'humanité. C'est possible. Il y a des êtres humains merveilleux qui n'ont jamais ressenti la haine, qui aiment tout le monde. Mais en réalité, pour moi, l'amour universel se construit d'abord par le refus de toutes les haines et se construit par des institutions et des efforts permanents et se construit par des rencontres merveilleuses comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup.